Alors on part d'habitude de l'idée que les taux d'intérêt bas, qui sont ce qui se passe dans tous les pays de l'OCDE avec les politiques monétaires, les taux d'intérêt sont même négatifs dans un certain nombre de pays, sont bons pour la croissance parce qu'ils réduisent le coût du capital, qu'ils réduisent les charges d'intérêt des emprunteurs. Il faut être un tout petit peu plus prudent. Évidemment, soutenir la croissance, c'est complètement l'objectif des banques centrales, mais il faut rappeler qu'il y a un certain nombre d'effets assez désagréables des taux d'intérêt quand ils deviennent extrêmement bas. Par exemple, et c'est quelque chose qu'on voit très clairement en Allemagne, et ceci explique d'abord le débat très impressionnant qu'il y a en Allemagne autour de la politique de la Banque centrale européenne. Quand les taux d'intérêt deviennent très bas, les épargnants ont tendance à épargner davantage, puisqu'il faut avoir davantage épargné pour obtenir plus tard le même revenu, avec des taux d'intérêt qui sont plus bas. C'est ce que les économistes appellent du nom d'effet de revenu. Et ceci, très clairement en Allemagne, au Japon, et peut-être même en France, est en train de pousser à la hausse les taux d'épargne. Si vous poussez à la hausse les taux d'épargne, évidemment, vous avez un effet négatif, déplaisant sur la consommation. Donc c'est un premier danger des politiques de taux très bas. Le deuxième danger, c'est ce que nous, économistes, appelons l'irréversibilité. C'est-à-dire que quand tout le monde s'est habitué à des taux très bas, et ceci vaut aussi bien pour les emprunteurs qui s'endettent à des taux très faibles que pour les investisseurs qui achètent des obligations, par exemple, à des taux très faibles, il est très difficile de sortir de cette politique, puisque cette politique, par exemple, du côté des investisseurs, met en portefeuille des obligations avec des coupons très faibles, sur lesquels il y aurait de très grosses moins-values en capital si les taux d'intérêt remontaient. Et du côté des emprunteurs, évidemment, la remontée des taux d'intérêt, alors que les taux bas les ont plutôt poussés à s'endetter, aurait des effets très négatifs sur leur compte d'exploitation. Donc on a peur que les politiques de taux d'intérêt extrêmement bas, quand elles sont poursuivies sur des périodes de temps très longues, et c'est le cas, 5 ans, 6 ans dans les pays de l'OCDE, créent une irréversibilité, c'est-à-dire une très grande difficulté à en sortir pour les banques centrales. Et puis le troisième souci est un souci pour les banques. Évidemment, ceci nous occupe de près. Et ceci vient des taux de la particularité d'un certain nombre de pays, dont la zone euro, où il y a maintenant des taux d'intérêt négatifs sur les réserves des banques auprès de la Banque centrale. Techniquement, c'est sur les réserves excédentaires des banques. Si les banques pouvaient prêter beaucoup plus, évidemment, ceci ne serait pas un problème, puisque en fait, ces taux d'intérêt négatifs inciteraient les banques à prêter davantage. Mais on n'a pas d'évidence aujourd'hui, et c'est d'ailleurs les travaux de la Banque centrale européenne qui le montrent, qu'il y ait un rationnement du crédit par les banques européennes. Donc les taux d'intérêt négatifs ne vont pas pousser les banques à prêter plus, parce qu'il n'y a pas de demande pour beaucoup de crédits supplémentaires, et sont de ce fait une forme de taxe sur le système bancaire, ce qui n'est pas une très bonne idée probablement, parce que c'est quelque chose qui va réduire la capacité des banques de la zone euro à accumuler des fonds propres. Donc voilà, je voudrais passer un message assez équilibré sur cette question en disant on comprend que des banques centrales utilisent des taux bas dans des situations de croissance faible ou d'inflation faible, mais on a quand même le sentiment qu'un certain nombre des inconvénients potentiels des taux bas n'ont pas été suffisamment analysés par les banques centrales. Alors à la date où nous parlons, nous ne savons pas du tout ce que sera le résultat du référendum du 23 juin au Royaume-Uni. Et donc je voudrais plutôt d'abord dire ce qui se passerait éventuellement dans le cas malheureux où il y aurait une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, ce que nous n'espérons pas ni ne croyons pas vraiment. Et surtout, parce que ça aura de la valeur même après le référendum, je voudrais dire ce sur quoi ça doit attirer notre attention du point de vue des institutions européennes et quelle est d'ailleurs la demande britannique du point de vue des institutions européennes qui s'est à la fin matérialisée par ce référendum. Donc premier point, supposons que malheureusement le Royaume-Uni décide le 23 juin de quitter l'Union européenne. Je crois qu'il faut se rendre compte que ça ouvrirait une période d'incroyable incertitude. Il est extrêmement difficile de dire c'est cela qui se produirait. Vous savez que la conséquence la plus immédiate serait qu'on devrait renégocier entre le Royaume-Uni et l'Union européenne toutes sortes de choses qui sont aujourd'hui incluses dans les traités européens, donc dans le fait que le Royaume-Uni est un membre de l'Union européenne. Le plus important, ce sont les accords commerciaux. Tous les accords de commerce que le Royaume-Uni a pour les biens ou pour les services avec d'autres pays sur la planète sont intermédiés par les accords de commerce qu'a l'Union européenne avec ces pays. Donc il faudrait renégocier, soit directement entre le Royaume-Uni et l'ensemble des pays, soit entre le Royaume-Uni et l'Union européenne
qui serait à nouveau l'intermédiaire du Royaume-Uni pour les questions commerciales, de nouveaux accords de commerce. Les Britanniques favorables à la sortie ont l'air de penser que ceci serait simple. En réalité, ce serait extraordinairement compliqué, extrêmement long, extrêmement tendu comme négociation. La conséquence la plus probable étant que, tant que cette négociation dure, et donc on ne sait pas ce que serait le traitement commercial des exportations britanniques, il y aurait un arrêt à peu près complet des investissements étrangers au Royaume-Uni, et donc très probablement une situation de très forte chute de l'activité, de très forte chute de la livre sterling. Vous voyez, un exemple de l'énorme incertitude dans laquelle nous rentrerions. Ensuite, essayons de prendre un peu de recul, puisque finalement, le plus intéressant, ce n'est pas de regarder ce scénario catastrophe, mais de se demander d'où vient cette question de la sortie du Royaume-Uni. En dehors des questions purement de politique intérieure britannique, qui ont joué un rôle très important, je crois qu'il y a une question très intéressante qui est posée, c'est la question des institutions européennes. Les Britanniques, d'ailleurs même ceux qui sont favorables au maintien dans l'Union européenne, se plaignent de l'interventionnisme exagéré de l'Union européenne dans les décisions de chacun des pays. Et ils demandent qu'on revienne à une définition qui est beaucoup plus proche des origines de la construction européenne, de ce qu'on a appelé la subsidiarité. La subsidiarité, c'est le fait que l'Union européenne ne s'occupe que des choses qui sont mieux faites au niveau européen qu'au niveau des États. Et il y a eu, dans les 20 dernières années, une démultiplication des règlements européens, de l'interventionnisme européen dans toutes sortes de domaines. Les Anglais aiment citer des domaines tout à fait anecdotiques, par exemple la consommation d'eau dans les toilettes, hein, qui est maintenant régulée par l'Union européenne, en plus dans une unité qui n'est pas une unité britannique. Et ceci, vous voyez, c'est un exemple anecdotique, mais parmi beaucoup. Et donc je crois qu'il faut effectivement profiter de cette question du référendum anglais pour réouvrir la question du partage des rôles entre la Commission européenne qui devrait se saisir des dossiers centraux de l'Europe, la sécurité, le commerce, les relations internationales diplomatiques, et les États qui sans doute doivent se réaccaparer un certain nombre de capacités de décision dans le domaine des normes, dans le domaine des règles économiques, quand ces décisions n'ont pas de raison d'être prises à un niveau global européen. Bon, si on regarde l'économie française, il y a un débat que tout le monde connaît, hein, pour savoir quel est le degré d'amélioration de la situation de l'économie française. Et honnêtement, il faut dire qu'il y a un mélange d'événements, d'évolutions favorables, hein, et de situations et de mécanismes qui sont un peu plus inquiétants. Donc qu'est-ce que nous avons vu comme évolution positive depuis le début de l'année 2015 ? Nous voyons une très forte amélioration de la compétitivité de l'industrie, hein, et de l'économie française. Quand vous comparez les coûts de production en Allemagne et en France, nous avons gagné à peu près 10% de compétitivité coût par rapport à l'Allemagne, ce qui est très important. Donc il y a une vraie amélioration de la compétitivité qui vient de la modération salariale, qui vient du CICE, hein, c'est-à-dire des baisses d'impôts des entreprises. Il y a un très très impressionnant redressement des marges bénéficiaires des entreprises. On est revenu au niveau d'avant la crise, hein, et ceci est dû en gros à 3 tiers. Un tiers qui est l'euro, hein, l'euro plus faible permet aux entreprises d'avoir des prix de vente plus élevés en euros. Un tiers c'est le pétrole, hein, la baisse du prix du pétrole réduit les coûts, et un tiers c'est à nouveau le CICE, c'est-à-dire les baisses des impôts des entreprises. Donc on a quand même des évolutions macroéconomiques favorables, on a une demande qui est assez forte. La demande intérieure est tirée par la baisse du prix du pétrole. Les exportations de la France sont assez fortes. Malheureusement, après, il faut reconnaître on est déçu par la faible réaction structurelle de l'économie à ces facteurs d'amélioration. Comme il y a plus de compétitivité et plus de profitabilité des entreprises, que les marges ont monté, on aimerait avoir un véritable redressement de l'investissement des entreprises. On n'a qu'un petit redressement de l'investissement qui est vraiment assez modeste. On ne voit pas de modernisation du capital des entreprises. Hein, quand vous regardez tous les indicateurs, l'investissement en nouvelles technologies, la robotisation, on reste à des niveaux extrêmement faibles par rapport à nos concurrents de l'OCDE. Et puis, l'inquiétude dernière, c'est qu'on voit que malgré cette amélioration structurelle, et on parlait de compétitivité, de profitabilité, l'essentiel de l'amélioration de la croissance en France entre le début de l'année 2015 et aujourd'hui n'est pas dû aux conséquences qu'on aurait dû avoir à nouveau sur l'investissement, sur la modernisation des entreprises, est due à la baisse du prix du pétrole. La baisse du prix du pétrole, qui a évidemment dopé le pouvoir d'achat des ménages en faisant baisser l'inflation, explique la quasi-totalité de la remontée de la croissance en France. Donc on a des améliorations, mais à nouveau, qui ne sont pas la cause, des améliorations structurelles, mais qui ne sont pas la cause du redressement de la croissance tel que nous l'observons au début de 2016.
Et ceci, évidemment, est un facteur d'inquiétude dans une perspective où nous voyons déjà que le prix du pétrole remonte. Il ne va sûrement pas remonter jusqu'au niveau où il était en 2014, c'est-à-dire au-dessus de 100 $ le baril, mais la remontée du prix du pétrole va remanger une partie du gain de pouvoir d'achat des consommateurs. Et donc, il faudrait absolument qu'on voit redémarrer les investissements, la modernisation, les nouvelles technologies, et ce qui, à nouveau, ne se fait que très modestement aujourd'hui. Donc, à la fin, c'est un verre moitié plein, moitié vide. Il y a vraiment des choses qui vont mieux et qui sont liées pour partie aux politiques économiques, pour partie à l'environnement international. Mais il y a une absence de réactivité des entreprises à cette évolution qui montre qu'il y a des facteurs de blocage, même quand on arrive à corriger la compétitivité ou la rentabilité des entreprises en France.